pardon, merci Marie-Claire, de passer de l'autre côté de l'eau, d'une grande étendue d'eau, et donc d'aller au Canada, d'aller au Québec, et donc de demander peut-être, Luc, si tu es là, peut-être à toi, Luc, professeur Luc Brunet, donc de l'Université de Montréal, en charge de la chaire de psychologie du travail des organisations, et qui mène des travaux, je dirais, à la fois sur le management et plus spécifiquement sur les soignantes. Toi, Luc, voilà un peu ton diagnostic et tes orientations, sachant, et encore une fois, pardon pour la frustration toujours ici, mais que ce soit avec toi, avec Sandra et avec les autres, on poursuivra après et d'autres sessions plus spécifiques sur vos études à vous. Luc, c'est à toi. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, moi, évidemment, je travaille beaucoup dans le diagnostic et puis l'audit des organisations, qu'elles soient donc hospitalières ou même aussi d'enseignement. Mes trois axes d'orientation sont tout d'abord le climat de travail, l'évaluation du climat psychologique de travail. Depuis 30 ans, je travaille là-dessus, sur le climat, qui est en fait la personnalité d'une organisation. Alors, on a tous déjà remarqué en entrant dans une institution qu'on a en tête une première impression, j'aimerais ça travailler ici, j'aimerais pas ça travailler ici. On a tout d'abord une première perception du climat. Deuxièmement, je travaille aussi sur la notion de santé psychologique. J'ai eu dans le passé, quand j'étais étudiant, ça ne me rajeunit pas gros, mais j'ai eu Hans Selye, le découvreur du stress, et qui disait qu'on avait dénaturé un peu sa recherche, puisque tout ce qu'on retient du stress, c'est l'aspect négatif. Puis si on veut réellement intervenir comme faut auprès des gens qui en souffrent, il faut tout d'abord avoir la notion de bien-être. Donc, le bien-être, qu'on appelait le stress à ce moment-là, et évidemment la détresse. Donc, et le troisième axe, c'est évidemment le leadership que j'appelle maintenant toxique. On sait que les recherches, il y a des centaines de recherches, de milliers même de recherches qui portent sur le meilleur, qu'est-ce qui fait un meilleur leader. C'est un peu comme chercher la pierre philosophale. Et avec l'équipe de recherche, nous avons décidé de regarder qu'est-ce qui fait pas un bon leader. Alors, quand on met les tout ensemble, je regarde une recherche qu'on a fait auprès d'infirmières, on s'aperçoit que dans les hôpitaux où on est allé, qu'il y avait entre 15 et 22% à peu près de gens qui disaient souffrir de détresse assez avancée. Ce qu'on a remarqué là-dedans, c'est ça qui est particulier, c'est que quand on parle bien-être psychologique et détresse, bon, le bien-être, c'est la sérénité, l'engagement, l'harmonie sociale que les gens peuvent vivre au travail. Et la détresse, c'est l'anxiété, dépression, désengagement, irritabilité, agressivité. On a observé dans les institutions 4 types de cas possibles. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on ne peut pas travailler seulement sur la détresse vécue par les gens sans travailler sur le bien-être. Les deux vont ensemble. Donc, qu'est-ce qui peut amener les gens à justement prévenir cette détresse et je vous dirais, là, du moins bien, parce que tous les emplois ont un niveau de stress, mais l'important, c'est d'attirer du bien-être. On a observé 4 cas possibles. On a des gens qui vivent un bien-être fort et une détresse forte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des cas paradoxaux. C'est comme conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur les freins. Ces gens-là vont, à un moment donné, c'est sûr, aller directement vers le burn-out dans peu de temps. On a des gens qui ont un bien-être fort et une détresse faible. Donc, eux, c'est ce qu'on appelle la bonne santé. Donc, à peu près 75 à 80% des répondants, généralement dans les hôpitaux, ont été à ce niveau-là. On a des gens qui ont un bien-être faible et une détresse faible. 4%. C'est des gens qui sont très difficiles, effectivement. C'est très difficile d'intervenir sur ce qu'on a appelé la santé aliénée. Donc, ces gens-là, peu importe le type d'instrument de mesure, vous pouvez avoir un instrument de mesure qui ne mesure que le stress négatif, ils ne codent pas, parce qu'ils ne sont plus désintéressés, ils ne sont plus engagés. Et on a des gens qui ont un bien-être faible et une détresse forte, ça c'est vraiment la mauvaise santé. Donc, entre 15 et 20% des gens. Alors, donc, et en plus, on a regardé avec le climat, plus les répondants perçoivent que le climat de leur institution est mauvais, est toxique, plus évidemment, ça augmente la détresse. Il y a des corrélations très fortes. Parce que dans le climat, il y a plusieurs facteurs qui entrent dans le climat, comme je disais tout à l'heure, qui est la personnalité des organisations.
Il y a la confiance, entre autres. À partir du moment où les, les employés perdent la confiance dans le système, bien, à ce moment-là, c'est très difficile à ramener. Un climat de travail peut se détériorer rapidement et prendre énormément de temps à remonter. Donc, il y a une chose aussi qu'on a remarqué, c'est quand ça va mal, les employés, chez les infirmières, entre autres, avant que la direction s'en aperçoive, ça prend du temps. Entre autres, quand le feu est pris en bas, ça prend du temps avant que la fumée monte. Et puis, bien souvent, les directions ont tendance, plutôt que d'essayer d'améliorer le bien-être des personnes, à mettre des mesures encore plus contraignantes pour essayer de régler le problème. Et c'est là qu'on voit apparaître bien souvent les leaders toxiques, donc de type machiavélique, narcissique, si vous voulez, ou purement destructeur. Donc, il y en a plusieurs sortes qui, eux, vont, si vous voulez, mettre avec une main de fer sans savoir ce qui se passe, littéralement imposer des mesures qui vont, encore une fois, beaucoup plus faire de mal que de faire du bien. Alors, donc, quand on regarde effectivement les interventions que l'on fait par après, on va regarder quelles sont les sources de bien-être possibles. Quand on voit, on fait une étude sur la santé psychologique, qu'est-ce qui peut amener de la sérénité auprès des personnes qui travaillent? L'engagement, comment ils peuvent se sentir engagés. On a l'engagement normatif, entre autres, au travail. La justice organisationnelle, comment ils se sentent justement traités ou pas. Et l'harmonie sociale entre les gens, donc les relations que les personnes ont entre eux. Et surtout, le soutien, ça c'est bien important. Le soutien, quel soutien on peut leur apporter et qui peut leur apporter du soutien à ces personnes-là. Et en même temps, on peut bien travailler sur la santé des gens si on ne travaille pas sur l'organisation, sur les fondements même de l'organisation, le climat de l'hôpital, le climat psychologique. Je vous dirais, ça donnera pas grand-chose. Donc, si on fait une formation en prévention du stress, mais que le climat de l'autre côté est mauvais, ça sert à rien. Vous avez tous déjà remarqué, ceux qui ont fait des interventions auprès des gens comme ça, qui vont vous dire, écoutez, c'est pas moi que vous devriez dire ça, mais c'est à ceux qui sont au-dessus de moi. Une question là, Luc, si tu me permets de t'interrompre, une question si tu me permets de t'interrompre là, c'est-à-dire qu'on voit bien, et merci, hein, les grands termes que tu nous donnes sur l'importance de la confiance, du soutien et autres, et donc ça ce sont les études, j'allais dire, et le diagnostic que toi et tes équipes, vous pouvez faire, mais moi j'avais bien une question là aussi un peu indiscrète, c'est que quand vous êtes non plus seulement en train d'étudier, j'allais dire, les populations et les personnes, mais du côté de ceux qui peuvent être ou les intéressés ou voire les commanditaires, hein, donc par exemple les organisations, les hiérarchies des différents hôpitaux, systèmes de soins, comment ils prennent les choses et comment tu les vois évoluer, si tant est que ce soit possible. Et j'aurais un peu après, pour passer la parole ensuite à Sandra, un peu professeur Bertonen, un peu la même question sur peut-être les différences que vous, Sandra, après, vous pouvez voir entre la façon, l'écho, en tout cas les échos que peuvent donner par exemple les responsables en hôpitaux que tu peux avoir toi, Luc, et puis Sandra par rapport à, je dirais, des deux côtés, à la fois ce que tu as vu là, ce que vous avez vu là au Canada et par rapport à la France. De ton côté, Luc, sur ces questions spécifiques, hein, j'allais dire un peu de bien-être, d'équilibre psychologique, de confiance, de soutien, comment tu sens les interlocuteurs évoluer, j'allais dire, leur perméabilité à ces questions-là? Je dirais que les étudiants sont surpris de voir la qualité, en tout cas, du climat. Ils se disent, ça va si mal que ça, on ne l'avait pas perçu. Et je dirais, d'une certaine façon, ils l'ont pas perçu parce que plus on est près des processus de décision, moins on se sent impliqué en dessous. Et comme je disais tout à l'heure, quand le feu est, c'est une expression québécoise, quand le feu est pris effectivement chez les employés, avant que la fumée monte, souvent ça prend du temps avant qu'ils réalisent. L'autre problème qu'on a avec eux, évidemment, c'est de reconnaître qu'il y a du leadership toxique. Et on a près de 18% des infirmières qui ont répondu à nos recherches qui ont dit nos supérieurs ont un leadership toxique, manipulatoire,
consistant à blâmer les gens sans jamais donner de renforcement. Et je dirais que les dirigeants sont souvent, les administrateurs sont souvent surpris quand on leur dit, ben, écoutez, vous ne donnez pas de renforcement aux employés. Puis là, ils nous disent, ben, écoutez, c'est des adultes qui sont capables de savoir quand est-ce qu'ils font bien. Donc, on n'a pas besoin de les renforcer. Mais là, tout le monde a besoin de renforcer. Tout le monde a besoin de connaître son travail. Tout le monde a besoin aussi qu'on reconnaisse qu'il commence à avoir des problèmes, donc des problèmes de détresse. Alors, ça, c'est souvent une leçon difficile à donner aux dirigeants. Mais le leadership toxique est souvent très nié. Mais on est à 15 à 18%, là, c'est quand même pas mal. Donc pas forcément beaucoup de conscience de ça. Merci à toi, Luc.